France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et les chaînes parlementaires. Dans notre partie débat, nous reviendrons sur la guerre en Ukraine, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine semblent vouloir négocier un plan de paix sans eux. Les Européens sont en train de réaffirmer leur soutien à Kiev. Mais pour commencer, la France a commémoré cette année les 10e anniversaires d'attentats majeurs dans l'Hexagone. Et nous allons faire le point aujourd'hui sur la menace terroriste en Europe avec le monsieur antiterrorisme européen, le néerlandais Bart-Jan Vegter. Bonjour. Bonjour. Votre titre exact, c'est coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne. Vous êtes rattaché au Conseil européen. Ce poste a été créé en 2004 après les attentats de Madrid. Vous étiez d'ailleurs présent aux commémorations des terribles attentats de Saint-Denis, de Paris, donc du Bataclan aussi. 130 personnes qui ont perdu la vie, dont l'un de nos collègues qui travaillait à quelques mètres d'ici en régie, Mathieu Hoche. La même année maudite commençait par une attaque contre les journalistes de Charlie Hebdo, puis contre l'hypercachère de la porte de Vincennes. Pourquoi la France était à ce point dans l'œil du cyclone il y a 10 ans ? Tout d'abord, j'ai effectivement assisté à ces commémorations, moment très émouvant, je dirais, et impressionnant d'entendre des témoignages et de voir aussi les survivants de ces attentats horribles qui ont choqué la France, mais aussi toute l'Europe, je dirais. Moi, pourquoi la France a été visée ? Moi, je vois la France comme un pays exemplaire en termes de libre expression, une société multiculturelle dont on est fier, dont les Français sont fiers. Et je crois que la France représente, pour vrai dire, représente toutes les valeurs de la société européenne. Donc, du coup, c'est tout ce que visent les djihadistes. On a vu ça dans plusieurs pays européens. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs dans la lutte antiterroriste depuis 10 ans ? Est-ce que l'Europe a tiré toutes les leçons de ces attaques ? Les attentats à Paris, dramatiques qu'elles sont, ont été un tournant historique dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mieux s'organiser au niveau européen, qu'il fallait penser au-delà du niveau national en termes de lutte contre le terrorisme. Les terroristes, dans le cas, ont profité de la libre circulation en Europe. Donc il faut reconnaître qu'il faut savoir tracer, détecter les gens qui circulent en Europe, qui proviennent d'hors de l'Europe ou qui parfois habitent en Europe et qui présentent des risques de sécurité. Donc ce qu'on a fait, on a renforcé nos frontières extérieures, on a établi des banques de données, des bases de données interopérables, justement qui permettent nos services dans tous les pays européens de coordonner les informations, de se partager ce genre d'informations sur les personnes qui entrent, qui sont dans l'Europe, etc. Deuxièmement, on a aussi renforcé la coopération policière et de justice. Donc on a Europol, on a Eurojust, qui sont deux agences impliquées dans le domaine, et on a fait en sorte qu'on a renforcé leur rôle. D'ailleurs, après les attentats, tout de suite a été créé un centre de lutte contre le terrorisme auprès de Europol, et dans ce contexte, immédiatement a été créée une task force sous le nom de Fraternité franco-belge, qui s'est mis à détecter, à faire les enquêtes nécessaires dans le contexte de ces attentats. Pour conclure, l'Europe s'est mieux organisée de façon stratégique, c'est-à-dire voir le futur et à prendre en considération les menaces futures qui viennent vers nous. Bart-Jan Vegter, pour l'année 2024, on va revenir sur quelques chiffres assez parlants. 58 attaques dans 14 États membres de l'Union européenne, 14 sur 27. Donc, le terrorisme est donc toujours bien présent sur notre continent. Malheureusement, c'est le cas. Effectivement, malgré le fait qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau européen, il faut toujours rester vigilant. Moi, je dirais qu'on est mieux placé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les chiffres le démontrent. On a un grand nombre d'attaques toujours dans différents pays européens. La tendance est croissante, d'ailleurs, si on compare les différentes années. Et parce que 2023, c'était même 2 fois plus, en fait. Voilà. Donc, vous dites que ça continue à monter oui, quand même. Beaucoup
d'attentats ont été déjoués. Et d'ailleurs, je dois reconnaître le rôle joué par les services de sécurité et de renseignement, notamment en France. Et je dois aussi reconnaître le rôle joué par la France toujours, et depuis beaucoup d'années au niveau européen, pour pousser l'agenda de la lutte contre le terrorisme. On constate que plus ou moins la moitié des attentats qu'on a vus et des attentats déjoués concernent le djihadisme. Et il faut le noter aussi, un tiers plus ou moins concerne des adolescents ou des jeunes âgés jusqu'à... On va en parler justement. Vous soulignez au début de votre mandat les actes de loups solitaires qui allaient en progressant. Pas de grands attentats spectaculaires coordonnés en lien avec des organisations terroristes structurées, mais bien des personnes, de plus en plus de personnes auto-radicalisées sur Internet qui passent à l'acte. Voilà, c'est exact. J'aimerais d'abord dire que la menace numéro 1, la plus grande en Europe, reste toujours le djihadisme, tout d'abord. Mais ce qui a changé, c'est les tactiques de notamment Daesh, qui, après la chute du califat en Irak et en Syrie, s'est réorganisé et a maintenant décentralisé son commandement dans différentes régions, en Afrique occidentale, par exemple, Afrique centrale, le Sahel. On voit ça aussi en Asie du Sud, Asie centrale. On voit donc que ça, c'est un premier pas de la part de Daesh. Deuxièmement, avant, on voyait une organisation hors de l'Europe qui ensuite visait à attaquer l'Europe de l'extérieur, donc une attaque, disons, une menace exogène. Maintenant, c'est devenu plutôt une attaque, une menace endogène, dans le sens où Daesh vise maintenant de recruter dans l'Union européenne, ce qui est beaucoup plus efficace de leur point de vue. Et un suspect de terrorisme sur 3 est un mineur ou un jeune adulte. Pourquoi ? Ils sont particulièrement vulnérables, ils sont susceptibles au genre d'informations, désinformations qui circulent en ligne. Notamment, la propagande de Daesh a été très, très ciblée et très efficace dans multiples langues, par exemple, et qui vise donc justement les mineurs. Daesh s'est mis en mode gaming, je dirais, parce qu'ils utilisent les plateformes de gaming, par exemple, pour influencer les jeunes, pour utiliser des mèmes ou un langage codifié pour atteindre les jeunes et pour ensuite les traîner. Donc c'est ça la tactique et ça fonctionne. Bart-Jan Wechter, on va revenir sur ces divers aspects, mais je vous propose de s'intéresser à quelques brèves européennes concoctées par Isabelle Romero. C'est tout de suite l'Europe en bref. C'est un plan de paix très favorable à la Russie que Donald Trump veut imposer aux Ukrainiens. Envoyée à Kiev le 19 novembre, sans concertation préalable, cette feuille de route en 28 points prévoit que l'Ukraine céderait plusieurs territoires dont le Donbass et réduirait de moitié les effectifs de son armée. Inacceptable pour les Européens, comme le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. Les Ukrainiens veulent la paix, mais la paix, ça ne peut pas être la capitulation. Le principe d'une paix doit commencer par un cessez-le-feu sur la ligne de contact qui permettra d'engager les discussions sur la question des territoires et sur la question des garanties de sécurité. Les Européens ont décidé de repousser en 2026 leur loi phare sur la déforestation. Cette loi emblématique vise à interdire la commercialisation en Europe de produits comme l'huile de palme, le cacao, le café, le soja et le bois issus de terres déboisées après 2020. Mais il ne cesse d'être critiqué par les milieux de l'agrobusiness et des pays comme le Brésil et les États-Unis. Un signal désastreux qui a suscité la colère des ONG au moment de la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil. En France, la députée Laure Miller du groupe macroniste Ensemble pour la République a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La députée, qui avait mené une commission d'enquête sur la plateforme TikTok, veut généraliser ce contrôle pour prévenir les effets néfastes sur les jeunes. La Commission européenne va d'ailleurs mettre à disposition des États, à partir du premier semestre 2026, un logiciel sécurisé de vérification de l'âge. Il sera utilisé par 5 États, dont la France, à titre d'expérimentation.
Bart-Jan Vechter, la France réfléchit à l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Le Danemark l'a fait. Est-ce que ça ferait une différence dans la lutte contre le terrorisme ? D'ailleurs, j'ai envie de dire dans la radicalisation en général, parce que nos sociétés sont très polarisées, voire très radicalisées. Effectivement, il y a plusieurs mouvements, je dirais, qui influencent tout ce qui se passe online et qui justement influencent nos jeunes et risquent de la radicaliser. Il y a l'ultra-droite, l'ultra-gauche aussi. On a vu ces genres de mouvements. On a les mouvements anti-système et on voit aussi des jeunes qui sont même pas inspirés par une idéologie, mais plutôt attirés par l'ultra-violence. Ça, c'est assez concertant, surtout les jeunes garçons, adolescents. Et donc, effectivement, je crois qu'on a intérêt à augmenter les efforts de modération. Pour cela, on a besoin des entreprises tech qui jouent un rôle important là-dedans. On sait que derrière tout ça, il y a les algorithmes qui amplifient le genre de contenu qui pose des problèmes et qui risquent de radicaliser nos jeunes, et c'est un grand souci. Et d'ailleurs, les grandes plateformes américaines qui détiennent la plupart des réseaux sociaux ne veulent pas se soumettre aux règles effectivement d'encadrement de l'Union européenne contre la haine en ligne, contre l'appel au meurtre, etc. Et d'ailleurs, ne donnent pas nécessairement très très vite les données personnelles quand Europol ou Eurojust les demandent dans des cas de terrorisme. C'est un problème, ça ? Évidemment, c'est un problème. D'ailleurs, on voit une réduction, comme je disais, dans les efforts de modération de la part de la plupart de ces compagnies. Il y a des exceptions, évidemment, comme toujours. Mais en général, je dirais qu'on voit un changement de politique à ce propos. Des entreprises, justement, qui ont leur base aux États-Unis. Mais moi, je dirais que même aux États-Unis, je sais que nous, on est en contact avec les autorités américaines aussi, parce qu'on coopère avec beaucoup de pays, inclus les Américains. Et là, on constate que aussi pour les Américains, la radicalisation en ligne pose des problèmes. Donc il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire justement. Avec la problématique spécifique des messages cryptés, on pense à Signal par exemple. Voilà, d'un côté, on se félicite évidemment d'avoir ce genre de possibilité d'avoir des communications encryptées ou chiffrées, parce que ça protège notre vie privée, ce qui est important pour tout le monde. Moi, je l'utilise aussi. Et ça protège contre les cyberattaques. En même temps, il faut constater, et ça c'est mon rôle, on constate que nos enquêteurs n'ont pas accès aux données qui sont chiffrées dans le domaine digital. Alors moi je dis toujours, et j'insiste là-dessus, il est important d'avoir un débat clair et honnête qui reconnaît le besoin de permettre à nos enquêteurs de mener à bien leur enquête, toujours dans le contexte de la loi évidemment, comme ils l'ont toujours fait depuis des années. Par exemple, quand il y avait des paquets suspects ou des lettres à ouvrir, personne n'a critiqué cela quand il y avait un besoin dans le contexte d'enquête. C'est la même chose pour tout ce qui est digital, parce qu'on constate que plus que 80% des enquêtes sont maintenant dans le domaine digital. Et donc, il faut permettre à nos enquêteurs de faire le travail. Mais pour cela, il faut une coopération de l'industrie aussi. Vous disiez, les Américains ont les mêmes intérêts que nous de combattre la radicalisation en ligne, mais en vérité, l'administration Trump, elle est suspecte. Elle est, par exemple, suspecte aux yeux de votre pays. Les Pays-Bas, Bart-Jan Vechter, les services secrets prennent leur distance avec la CIA et la NSA. Ils craignent des fuites et une utilisation partisane des données partagées avec l'administration Trump, disent-ils. Tout d'abord, je suis européen, je suis là pour représenter l'Union européenne. Je suis conscient de ce débat. Ce qu'il faut bien avoir clair, c'est que tout ce qui touche au renseignement, à la collection de renseignements, au partage des renseignements, etc., c'est une compétence exclusive des États membres. C'est logique, parce que ça touche à la sécurité nationale. Donc, ce n'est pas à moi ni à l'Union européenne de juger comment se partagent ou non les États membres les données ou les renseignements. Donc, ce qui est important pour ma part, c'est que il faut toujours reconnaître que la coopération avec tous les pays qui sont tous impliqués d'ailleurs par le terrorisme ou touchés plutôt, il faut continuer la coopération parce qu'on a besoin l'un de l'autre. C'est un phénomène transfrontalier. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir une coopération étroite avec le plus de pays possible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je voyage beaucoup dans d'autres pays aussi. Alors justement, parlons de l'Afrique un peu. Le terrorisme islamique est protéiforme, mais toujours bien présent. Quels sont les foyers à surveiller particulièrement
en Afrique. Est-ce que l'Europe peut encore s'impliquer pour que cette menace terroriste en Afrique ne fasse pas école, alors qu'on voit bien que l'armée française a dû mettre fin à sa présence permanente, par exemple, en Afrique de l'Ouest, et qu'elle n'est plus en pôle position pour mener des opérations extérieures avec l'appui des Européens? Voilà, l'Afrique, effectivement, on a une coopération d'ailleurs avec beaucoup de pays en Afrique, et je parle souvent avec des interlocuteurs africains pour bien comprendre les défis auxquels ils doivent faire face, parce que par exemple les pays en Afrique occidentale ont besoin de nous aussi, de notre soutien, de nos expériences pour lutter contre le terrorisme, parce qu'on sait que le terrorisme est présent dans différentes régions comme le Sahel par exemple, que vous avez évoqué. C'est une région qui nous préoccupe. Là aussi, il faut voir comment on peut s'engager vis-à-vis de ces pays d'une façon à ce qu'on puisse gérer la menace terroriste et pousser contre. Parce que finalement, tout ce qui se passe hors de nos frontières va, à un certain moment, risque aussi de toucher à notre sécurité intérieure. C'est une motivation importante, c'est pas la seule, mais c'est une motivation importante pour l'Europe de voir comment elle pourra s'engager dans le futur dans ces pays-là. D'ailleurs, en matière de terrorisme extérieur, l'organisation d'État islamique a été défaite en 2019, vous l'avez souligné, mais depuis, la Syrie a subi des changements majeurs et surtout, la guerre à Gaza a bien entendu exacerbé les tensions au Moyen-Orient et en Europe. Est-ce qu'on est en train d'importer ces conflits aussi? Est-ce qu'il y a un risque terroriste majeur? Chaque situation de conflit ou d'instabilité internationale donne des opportunités, je dirais, aux terroristes, aux groupes terroristes pour amplifier leur message. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le contexte du conflit au Gaza. On a vu que surtout en ligne, on a vu beaucoup de narratifs de désinformation, de narratifs fausses qui circulent. Et Daesh, les groupes terroristes ont très vite saisi cette opportunité pour amplifier leur message en utilisant les sentiments de la plupart de la population en ce qui concerne le conflit à Gaza. Donc il faut bien être conscient que chaque fois qu'il se présente un conflit comme le Gaza, comme l'Ukraine d'ailleurs, ça donne une opportunité au terrorisme, mais parfois aussi aux États, à certains États, d'essayer de bouleverser, je dirais, notre société ou de détruire la cohésion de notre société. Merci Monsieur Vecteur, Monsieur Antiterrorisme de l'Union européenne. Alors nous partons maintenant en direction de Bruxelles qui veut avoir son mot à dire dans le conflit ukrainien. Au moment où le tandem Trump-Poutine imagine un plan de paix en 28 points en forme de capitulation de l'Ukraine, les Européens se démènent pour secourir Kiev. Nous verrons comment avec ce débat en compagnie de LCP et Public Sénat. Bienvenue à Bruxelles pour notre débat au Parlement européen. Loin des yeux, loin du cœur, a-t-on coutume de dire. Mais est-ce vrai pour l'Ukraine après près de 4 ans de guerre? Les Européens ont engagé des discussions difficiles sur leur soutien à ce pays. Les 27 ont promis de répondre aux besoins de financement ukrainiens estimés à 135 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. Mais les États membres sont divisés sur l'utilisation des fameux avoirs russes gelés, soit 210 milliards d'euros, dont une très grande partie est hébergée en Belgique. Les autres solutions examinées sont un financement direct de l'Ukraine sous forme de dons, ou alors un grand emprunt européen qui aurait l'avantage de limiter l'impact direct sur les budgets et les déficits nationaux. La période est difficile pour les Ukrainiens, notamment sur le front, alors que l'armée russe continue à progresser dans l'est de l'Ukraine. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky est venu à Paris signer un accord sur le futur achat par Kiev de 100 avions de combat français, les Rafale. Le président ukrainien entendait aussi redorer l'image de son gouvernement, fragilisé par une affaire de corruption. Les proches de Volodymyr Zelensky sont accusés d'avoir détourné 86 millions d'euros dans le secteur de l'énergie. Pour en parler, 3 eurodéputés aujourd'hui. Elio Di Rupo, bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre belge, désormais eurodéputé des socialistes, social-démocrates, plus exactement Radan Kadef, bonjour. Bonjour. Eurodéputé de Bulgarie du groupe du Parti populaire européen à la droite de l'hémicycle. Et puis en duplex, depuis la Roumanie, vous êtes avec nous, Georg Piperea, de la droite très souverainiste OR, Alliance pour l'unité des Roumains au Parlement européen. Vous siégez donc dans le groupe des conservateurs et réformistes européens.
Alors Elio Di Rupo, je commence par vous. Cette volonté de l'Ukraine de commander des avions de combat européens par centaines, on parle des Rafales français, on peut aussi parler des avions suédois, les Gripen. Est-ce que cela montre finalement que l'avenir de l'Ukraine dépend en grande partie de l'industrie de défense européenne, notamment depuis le désengagement de Donald Trump? Alors, pour les Européens, il est clair que Poutine ne peut pas gagner. On peut discuter à perte de vue si on avait pu éviter la guerre ou pas. Moi, je pense qu'on aurait pu, mais c'est trop tard. Poutine est là. Deux, nous avons aux États-Unis un président, enfin, je ne découvre pas la couronne, qui est fantasque et qui est en train de négocier directement avec Poutine, avec des envoyés spéciaux dont on ne sait pas ce qu'ils se disent, et l'Europe n'est pas du tout associée à ces négociations. Dès lors, la guerre est à nos frontières, la guerre est là, donc l'Europe ne peut pas faire autrement que de s'impliquer. Et comment fait-elle? Avec des moyens financiers. D'ailleurs, si on regarde les montants financiers, avec l'Union en tant que telle et les États membres, on est à 187 milliards d'euros attribués à l'Ukraine. Et on doit continuer, mais en même temps, on doit rétablir les stocks militaires dans les États membres, dans les pays. Et puis, il y a cette nouvelle donnée avec les drones et toutes les nouvelles technologies. Donc, on a un effort considérable à faire. Mais je vais vous parler cash. Moi, je suis totalement contre que ces montants financiers considérables aillent essentiellement à des produits de défense américains. Je pense que les choses étant ce qu'elles sont, il faut utiliser cet argent pour d'abord les entreprises européennes, que ce soit en innovation, que ce soit en production, avec bien entendu une petite part hors Europe, parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais essentiellement comme levier économique et de l'emploi à l'interne de l'Union européenne. Alors, Monsieur Piperea, votre parti de droite souverainiste, donc ECR, est parfois hostile justement au soutien à l'Ukraine, parfois, c'est le cas des mélonistes, plutôt pour, mais vous conviendrez quand même que quand on arme l'Ukraine, on assure la sécurité de ses voisins de l'Union européenne, notamment de votre pays, la Roumanie. Si on doit armer l'Ukraine pour cette guerre, je préférerais avoir une aide européenne et des armements européens qui est fabriqué en Europe que fabriqué en Amérique. Mais le problème est que maintenant, on ne peut pas parler de Rafale ou de Gripen parce que le délai de livraison de cet avion de lutte, c'est quelques 3 ou même 5 années. Donc, on ne parle pas de l'Ukraine dans cette guerre, mais peut-être dans une autre guerre qui veut être peut-être, je ne sais pas, dans une délai de 5 années. Donc, la France n'est pas en mesure de livrer les 100 avions pour l'Ukraine maintenant. Ça, c'est un problème. Effectivement, il faudra attendre plusieurs années. Alors, en tout cas, les Ukrainiens espèrent un sursaut immédiat des Européens après 4 ans de guerre. Écoutons le plaidoyer d'une ONG ukrainienne. On comprend la complexité de la situation de l'Europe qui était dans ce continent de la paix, dans cette illusion de la paix éternelle après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle dure depuis bientôt 4 ans. Et on est convaincu que 4 ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un long terme, que c'est le temps suffisant pour que l'Europe prenne conscience, en fait, que la guerre, elle se déroule en Europe. Elle se déroule à quelques heures de route, en fait, de pays européens. Et donc aujourd'hui, malheureusement, l'Ukraine, c'est ce laboratoire de la guerre, mais aussi le laboratoire de la sécurité. Pour nous, mais aussi pour l'Europe. Donc c'est le moment où, justement, en se mettant ensemble, on peut justement s'assurer notre propre sécurité. Monsieur Kadef, vous ressentez, vous, vu de Bulgarie, une forme de désengagement, de fatigue peut-être de l'Ukraine, et puis aussi une naïveté sur les nécessités de s'armer en Europe? Non, je ne disais pas qu'on sent une fatigue, on sent un conflit entre les intérêts de Bulgarie, les intérêts de sécurité nationale bulgare, et puis de la sécurité européenne plus générale, et la propagande russe. C'est pas la fatigue, c'est une lutte politique.
Et ici, je dirais que ce qui se passe avec les Rafales, par exemple en France, c'est très très important. Et ce n'est pas parce que les Rafales vont venir demain, évidemment pas, mais parce que ça montre que pour la France, la coopération avec l'Ukraine, c'est une question stratégique prioritaire. Et cette deal avec les Rafales, mais aussi la coopération avec les drones, etc., ça montre que cette coopération, cette priorité nationale de la sécurité de la France restera même après le mandat de Macron. C'est quelque chose de très, très important à comprendre. Alors l'Ukraine commande des armes européennes, mais avec quel argent pourra-t-elle les acheter alors que le gouvernement ukrainien, à cause de l'effort de guerre, pourrait être à court de liquidités dans le début de l'année prochaine? L'Union européenne s'est engagée à répondre aux besoins de financement ukrainien qui est estimé à 135 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. Mais il y a une division, Elio Di Rupo, au sein des 27, notamment sur l'utilisation des avoirs russes gelés à hauteur de 210 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement belge qui s'oppose à l'utilisation de ces avoirs russes gelés qui sont hébergés en Belgique? Alors, primo, quand on parle de l'Union européenne, de qui parle-t-on? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est le Conseil européen, voire le Parlement? Je sais que la Commission parle beaucoup, fait des propositions, mais cet avoir important, il faut considérer que nous ne savons pas comment la guerre en Ukraine va se terminer. Nous ne savons pas où sera la Russie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et si la Russie se retournait contre un pays, un État membre, en disant « vous avez volé notre argent » et qu'il y a un procès avec un arbitrage et que l'État membre soit condamné à rembourser, pour un pays comme le mien, c'est la catastrophe à l'état pur. Donc la solution, elle est simple théoriquement. Au sein du Conseil européen, les 27 à l'unanimité prennent un accord qui est de partager le risque. Je pense qu'on ne parviendra pas. On voit Orban, qui est à la fois l'ami de Trump, l'ami de Poutine, mais alors on fait ce qu'on appelle un accord intergouvernemental avec 25 pays, mais on signe qu'on partage le risque. À partir de ce moment-là, le gouvernement belge, très légitimement, peut dire qu'il y a une contribution à l'Union européenne et à l'Ukraine. Mais il ne faut pas sous-estimer, parce qu'il y a quand même l'histoire, il ne faut pas sous-estimer les risques demain, et demain, on ne sait pas ce qu'il sera. Alors justement, Monsieur Pipéreas, votre parti est un peu sceptique sur l'Ukraine, parti très souverainiste. Est-ce qu'il faut partager le risque? Il faut piocher dans les avoirs russes? Au premier lieu, on doit s'assurer que cette utilisation de l'argent russe est légale. Il ne s'agit pas ici de la propagande russe ou des intérêts russes. Il s'agit ici de la stabilité du système international de paiement qui se base sur l'euro. Cette société belgienne qui s'appelle Euroclear a déjà menacé l'Union européenne, c'est-à-dire spécialement la Commission européenne, avec un procès en justice pour l'utilisation illégale de cet argent. Parce que, je répète, il ne s'agit pas des Russes. Il s'agit de la stabilité du système de paiement qui est international. Il s'agit aussi d'un système international qui doit être gardé. Même avec le risque de, je ne sais pas, de poser quelques questions d'aide pour la propagande de Russie, parce que c'est plus important d'avoir cette stabilité internationale qu'avoir une faute de gestion de la part de l'Union européenne. Alors il y a un débat juridique sur l'utilisation de ces avoirs russes, mais Radan Kanev, les autres options pour financer l'Ukraine dans les 2 prochaines années, c'est soit un emprunt européen, soit un don direct des États membres à l'Ukraine. Mais est-ce que les opinions publiques sont prêtes à s'endetter pour financer directement l'Ukraine? Évidemment, ça ne sera pas facile, on le voit, mais c'est parce que j'ai dit que cette relation maintenant de la France avec l'Ukraine, c'est très important, parce que je suis sûr qu'en fait, dans l'Europe, il y a une grande majorité de gouvernements qui vont soutenir l'Ukraine. Et c'est certainement la Pologne, les Nordiques,
les Baltes, alors le front du Nord-Est. Pour ces pays-là, le soutien de l'Ukraine, la défense de l'Ukraine, c'est une question très très prioritaire de sécurité nationale. Puis mon pays, la Bulgarie, et le pays du collègue, la Roumanie, sont aussi dans un danger assez grave si on aura le scénario de capitulation de l'Ukraine. Et puis on sait bien que si l'Ukraine perd la guerre, ça sera une question, pas des années, mais des semaines ou des mois, qu'il y aura une provocation contre la Moldavie, ce qui est déjà un problème pour la Roumanie, très très dramatique, disons. Les Français disent aussi qu'il y a un risque. Mais sur le fond, quand même, Elio Di Rupo, Volodymyr Zelensky, le président, il est quand même fragilisé par un scandale de corruption. La justice ukrainienne soupçonne ses proches d'avoir détourné 86 millions d'euros dans le domaine de l'énergie. 2 ministres ukrainiens ont démissionné. Ce scandale de corruption peut avoir un impact sur la guerre et puis peut-être même sur le processus d'adhésion. La corruption est toujours un cancer dans un État. Et d'une manière générale, un État où il y a de la corruption est toujours faible. Dans ce malheur, il faut reconnaître que le système judiciaire des enquêtes en Ukraine semble fonctionner. Et il faut s'en réjouir. Mais de toute évidence, quand on parle d'intégration à l'Union, etc., c'est impossible tant qu'on n'est pas certain que les dirigeants ne sont pas, de quelque manière que ce soit, corrompus. Mais est-ce que ça risque de faire tomber Volodymyr Zelensky ? Là, écoutez, je ne suis pas devin. Là, c'est une situation interne qu'il m'est difficile d'apprécier. Je vois de l'extérieur, en tant qu'Européens, nous ne devons en aucun cas accepter quelque pays que ce soit dont on sait qu'il n'y a pas une assurance à 100% de non-corruption des élus, des gens qui gouvernent le pays. Donc vigilance des Européens sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Gheorghe Piperea, est-ce que vous êtes d'accord avec Vladimir Poutine et Donald Trump quand ils accusent régulièrement Volodymyr Zelensky de corruption et finalement demandent sa chute pour finir la guerre au plus vite ? Écoutez, maintenant l'Ukraine a évidemment a une ennemie à l'intérieur, c'est-à-dire je parle de la corruption. Et maintenant les Européens, les citoyens européens doivent se interroger, doivent se demander si on continue de jeter de l'argent dans cette trou noir de la corruption ukrainienne, dans un régime mafieux qui est maintenant décrit par la mass média internationale. Donc, il ne s'agit pas, si je suis d'accord avec Trump et Poutine, quand ils disent que Zelensky est un personnage corrupte. C'est-à-dire, c'est important, c'est plus important de voir la réalité. La réalité est qu'il y a un régime mafiotique en Ukraine et on doit avoir quelques résultats de cette enquête judiciaire. Vous parliez justement de politisation, bien sûr, et de propagande russe. On voit que cela, ça joue beaucoup, évidemment. Est-ce que les Européens ont tout intérêt à maintenir, au contraire, un Volodymyr Zelensky qui a été un bon chef de guerre au pouvoir est-ce que, n'empêche que cette procédure d'adhésion à l'Union européenne, ils doivent aussi essayer de faire en sorte qu'elle se fasse dans de bonnes conditions? Savez, c'est très important de comprendre quelque chose, qu'il y a un discours très fort, plutôt populiste, mais aussi des partis démocratiques, qui a une fixation sur la figure de Vladimir Zelensky. Mais on doit comprendre que la réalité politique en Ukraine, c'est que ce n'est pas la guerre de Zelensky. C'est la guerre de la nation politique ukrainienne, y compris les russophones, les peuples qui parlent l'Ukraine comme langue maternelle, la minorité bulgare aussi. De la perspective ukrainienne, c'est une guerre d'indépendance. De la perspective du Kremlin, c'est une guerre de restauration de l'Empire. Et c'est ça le problème, c'est la raison que la paix est si difficile, parce que les positions sont très différentes. Mais ce n'est pas la guerre de Zelensky, pas du tout. Et merci. Merci à tous d'avoir très bien illustré ce débat qui est encore très virulent en Europe. Nous suivons ce dossier ukrainien en votre compagnie sur nos chaînes. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.